C'est lors d'un sketch joué sur scène que l'humoriste Hannibal Buress, un stand-upper américain, a relancé sans le savoir tout l'intérêt des médias concernant l'affaire Bill Cosby, donc qui était accusé par de nombreuses femmes d'agression sexuelle. Et ça a finalement permis à tout le mouvement MeToo de devenir aujourd'hui ce qu'on connaît, d'avoir toute cette avancée pour la société. Et donc c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que l'humour peut aider à modifier l'opinion publique, peut permettre de faire avancer la société sur certains sujets? Est-ce que les humoristes seraient pas des sortes de sociologues 2.0 qui nous permettraient de voir les maux de la société en avance et nous aider à en prendre conscience à travers la manière la plus efficace qui soit, le rire. Bienvenue sur Dissonance, une émission proposée par Epidemix. Et pour parler de ce sujet, on reçoit aujourd'hui Verino. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et je te propose qu'on se tutoie, parce qu'on se connaît depuis longtemps. On va pas faire semblant, mais moi je préfère quand même vous voyez. D'accord, faisons-la sociologue jusqu'au bout. Très content de te recevoir dans cet épisode de Dissonance. Moi aussi. Pour démarrer, je voulais te parler du climat. Parce que là, je donne un exemple d'un humoriste américain. Malheureusement, en France, on parle plus des humoristes français pour des questions de blagues ratées ou de polémiques, de personnes qui doivent s'excuser, etc. Rarement pour faire avancer la société. Mais alors que je trouve que ces dernières années, on a de plus en plus d'humoristes qui prennent des sujets sensibles. Par exemple, on peut parler de Blanche Gardin par rapport au féminisme qui a fait avancer vachement ces sujets-là. Et en voyant ton dernier spectacle, j'ai eu l'impression que c'était un peu aussi, je sais pas si c'est une démarche, mais en tout cas, il y a plus de sujets de société que les précédents, peut-être. Est-ce que tu... Ouais, c'est vrai. T'avais cette volonté-là ? Ouais, j'avais vraiment cette volonté. Justement, je trouve que la scène française commence à réfléchir plus qu'avant. Ça veut pas dire que les gens réfléchissaient pas avant, mais ça veut dire que en fait les traitements, je pense que la société française aussi accepte plus le traitement social par les humoristes, alors qu'avant un humoriste il fallait qu'il reste à sa place, tu vois. Un mannequin, il faut qu'elle soit jolie, puis qu'elle marche, et puis qu'elle fasse des sourires. Un humoriste, il faut qu'il fasse des blagues, mais qu'il fasse chier personne. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que Internet a amené ça, c'est-à-dire que finalement chacun parle comme il en a envie. Alors parfois ça donne des gens qui se font refaire le vagin comme si comme c'est le vagin d'une fille de 12 ans, et puis parfois ça laisse la parole à des gens qui ont des choses à dire réellement, et les humoristes en font partie, quoi. Et je dirais même, je pense que la surcréativité dans laquelle on est nous oblige à nous attaquer à ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'on a un peu fait le tour des sketchs, l'addition, la chauve-souris, enfin tu vois. Ouais, les réseaux sociaux, tout ça. Moi dans le métro, draguer les meufs en boîte, tout ça, ça y est, ça a été traité, surtraité, retraité, et aujourd'hui on a finalement un boulevard énorme, c'est ce que tu appelles le social, quoi. Et moi je trouve que c'est très très juste, effectivement. Tu parlais de Blanche, Fary aussi, Haroun beaucoup, Roman un peu dans ses chroniques sur Click. De manière un peu plus absurde. Ouais. Mais je trouve qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre ces paroles-là sur des sujets sensibles, et notamment des blancs. C'est fou, mais tu vois, les premiers à s'être exprimés sur ces sujets sensibles-là, c'était des victimes. Tu vois, tu parlais de Blanche Gardin avec le féminisme, évidemment. En tant que femme, elle s'est tout de suite approprié le sujet. Évidemment, Fary sur le racisme, il avait plein de choses à dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à avoir des humoristes qui sont pas concernés par le sujet. En l'occurrence, pour le coup, j'en suis un très bon exemple, puisque je m'attaque à ces sujets-là aussi, en tant qu'homme blanc, c'est-à-dire qu'en tant que dominant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit bien que la société elle est faite pour les gens comme moi. Tu vois, je suis blanc, hétéro, marié, tout va bien dans ma vie, et je trouve que c'est intéressant de commencer à voir les sujets par le prisme de celui qui ne souffre pas. Parce que quand c'est la victime qui s'exprime, il y a toujours un mouvement de recul de la société. Tu vois, quand MeToo est arrivé, il y a eu le mouvement anti-MeToo de mais les meufs. Ça va, on peut plus rien dire, quoi. Voilà. Alors quand c'est un mec qui dit en fait je crois que faut qu'on regarde quand même le monde dans lequel on vit, et effectivement il y a des abus, c'est un peu plus audible, quoi. Toi, c'est venu de quoi c'est un grand mot, prise de conscience, parce que tu avais sûrement ces sujets-là te concernaient bien avant. Non, pas du tout. Ah ouais, pas du tout ? Non, il y a eu vraiment un gros déclic. C'est ma capacité à le faire. En fait, j'étais persuadé que j'étais pas capable. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels je savais que j'étais pas assez équipé. C'est-à-dire que quand tu parles sur des grands sujets comme cela,
t'as vite tendance à te rendre compte que t'es pas assez intelligent, tu vois. T'as vite tendance, tu te dis merde, alors il s'agirait pas de desservir la cause en disant n'importe quoi, donc il faut se renseigner, il faut creuser. Moi j'ai eu un vrai déclic en 2015 et je peux même te dire la date précise au jour près, parce que c'est au moment des attentats de Charlie Hebdo où j'ai eu la première fois à écrire sur un sujet qui sortait du cadre de ce que je faisais, c'est-à-dire c'est très quotidien ce que je racontais, je parlais beaucoup de ma vie de famille, beaucoup de ma vie perso, ou des sujets de la vie de tous les jours. Ouais, j'aimais bien traiter ce genre de trucs. Et puis j'ai lancé ma chaîne YouTube tout fin 2014 avec un premier sketch. Et janvier 2015, les attentats. Et c'est ma deuxième vidéo qui doit sortir. Je me sentais pas arriver avec un sketch sur les pépitos. Ça va, ouais, vous avez remarqué quand les pépitos ils collent, c'est chiant. Alors qu'il y a des mecs qui viennent de se prendre des coups de calache. Et je me suis dit, en fait, non, il faut. Déjà, je me suis dit challenge accepted, on va essayer d'écrire dessus. Puis une fois que je l'ai écrit, puis que je l'ai joué, puis que j'ai vu l'impact dans la salle notamment, c'est-à-dire vraiment la sensation, parce que je joue, pour ceux qui connaissent pas, je fais mes vidéos en public et je les tourne donc avec des gens, donc voir les rires, l'explosion, l'effusion d'émotions offerte par la capacité à écrire dessus, déjà ça m'a fait du bien. Voir que les vannes étaient bonnes, ça m'a fait du bien. Et voir que ça fait du bien aux gens, ça m'a fait du bien aussi, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, ok, en fait, on a plus que la mission de faire rire et donc de simplifier, en gros, une existence difficile pour les êtres humains, en caricaturant. On a aussi déjà la mission d'aller traiter ces sujets hyper difficiles sans forcément être dans l'humour noir, parce que souvent les sujets durs, ils sont traités dans l'humour noir. C'est-à-dire qu'on va traiter le féminisme en disant « Ah, toutes des putes !» Non, mais vous voyez bien que je rigole. Ouais. Là, je trouve ça intéressant, en fait, d'être un peu plus juste dans ce qu'on raconte. Et puis ouais, attaquer ces sujets-là. Enfin, moi, ça a été une vraie nouveauté, quoi. Du coup, ça a commencé dans les vidéos et c'est venu dans le spectacle avec ce nouveau spectacle ou oui. C'était déjà le cas avant? Déjà, alors j'ai moi une incapacité à garder un spectacle longtemps. Vraiment, ça change tout le temps. Je crois que c'est un peu le cas de tous les stand-uppers aujourd'hui parce que on suit un petit peu l'air du temps, quoi. Pour moi, le stand-up, c'est l'art immédiat. Donc, quand il se passe un truc, si tu es connecté au monde, il faut que tu sois la caisse de résonance de ce monde-là. Surtout que les vidéos sont faites sur scène, donc finalement. En plus, puis tourner le vendredi, sortir le samedi matin. Donc, évidemment, le vendredi soir, il faut que je sois à fond dans le sujet du moment. Pour y trouver une réponse, en fait, et puis aider même les gens à se faire des avis, parce que quand MeToo est sorti, t'avais les deux sujets. Je vais prendre MeToo comme exemple parce que c'est le plus flagrant. C'est-à-dire que t'as les mecs qui disent on peut plus rire de rien, puis t'as les meufs qui disent c'est-à-dire que quand même on parle de viol. Et donc il y avait ces deux oppositions, et je crois que ça aide aussi d'avoir un humoriste qui, avec le rire, peut dire voilà dans quelle direction tu peux, en fait, si tu penses dans cette direction, voilà des arguments. Parce qu'il y a des gens, et moi j'en faisais partie notamment, enfin tu vois, quand t'es pas assez éduqué sur un sujet, avoir quelqu'un qui te donne son avis et que tu peux lire de manière juste et hyper digeste parce que c'est de l'humour, toi ça t'aide à avoir des arguments aussi par rapport à tes potes qui sont encore en retard. Tu vois, ce truc-là, au moment où on disait c'est fini, quoi, on n'a plus le droit de draguer et puis on va plus jamais faire l'amour, et puis tu dis non, en fait moi je baise, donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'était pas la bonne manière, en fait. Ouais. Est-ce que le fait de à la fois avoir une famille, du coup des enfants, et toute cette histoire de confinement qui nous a permis de prendre du recul, d'avoir du temps, de peut-être faire plus de recherches, etc., ça t'a permis justement en termes de légitimité de se dire je peux aborder ces sujets-là parce que j'ai eu le temps de vraiment les creuser, ou parce que mes enfants seront concernés, parce que tu parles d'écologie dans le spectacle. Est-ce que ça a changé aussi ta vision du truc? En vrai, ce serait trop classe que je dise je me suis vraiment enfermé pendant 1 an et demi et j'ai réfléchi. Non, la vérité, c'est vraiment les vidéos qui m'ont bousculé. Okay. Le devoir d'écrire. Je me suis vraiment éduqué en écrivant, et donc j'ai appris petit à petit quels sont les sujets sur lesquels j'avais envie de m'énerver. Pour moi, un humoriste, c'était jamais en colère, en fait. Un humoriste, et je suis très optimiste en plus dans la vie, donc je le suis rarement. Et puis en fait, quand j'ai commencé à fouiller les sujets, il y a des trucs qui commençaient à m'énerver, et pouvoir les exposer. Effectivement, sur l'écologie, c'est un sujet, alors je le traite depuis peut-être 3-4 ans maintenant dans mes vidéos, parce que ça me semblait incroyable. Même encore aujourd'hui, même si je parle de Zemmour dans mes vidéos, mais quand on arrive à te dire, mais alors, attendez, parce que là on est en train de faire une polémique sur les prénoms, alors qu'il y a la Terre qui explose dans 50 ans, est-ce que tout va bien? Mais j'aime bien aussi, effectivement,
réaliser ces différences d'ampleur, quoi. Se dire on est là alors que le problème il est là-haut. Et donc non, c'est pour répondre à ta question, c'est pas 1 an et demi de prise de conscience, c'est vraiment 5 ans de prise de conscience sur YouTube pour en arriver à, évidemment, dans le spectacle, une évolution dans le précédent, et puis dans celui-là, table rase, et aujourd'hui, quels sont les sujets que j'ai envie d'affronter, et puis de quelle manière, parce que le féminisme, moi j'en étais conscient très très tôt, parce que je suis avec ma femme depuis maintenant, ça va faire 22 ans en décembre, tu vois. Ouais. Donc on s'est retrouvés adolescents ensemble, on a grandi, donc moi les problèmes de féminisme, je les ai vécus avec ma meuf / meilleure pote / plan cul, tu vois. Donc c'est vraiment la femme avec qui je vis depuis très longtemps, et donc j'ai été très vite éduqué par ses problèmes à elle. Et puis oui, effectivement, une fois que tu commences à creuser le problème du féminisme, tu te rends compte qu'en fait, il est étroitement lié au problème du racisme, il est étroitement lié au problème de l'antisémitisme. En fait, il est étroitement lié au problème de domination, c'est tout. Et l'humanité est sans arrêt dans ce rapport de force. Ça nous donne un sujet macro qui est génial. Et puis, dans les sujets micro, on peut se régaler parce que c'est là qu'on va trouver le jus pour nos vannes, quoi. Et pour parler plus de ta façon de travailler, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas forcément tes vidéos, etc. Personne ne me connaît pas, je comprends pas de qui tu parles. Si je devais, dis-moi si je résume bien, donc ta démarche, en gros, donc tu vas écrire des nouveaux sujets. Moi, je t'ai vu parfois même dans des comédie clubs tester, enfin écrire des vannes juste avant de monter sur scène sur des sujets d'actualité. Est-ce que tu vas toujours les tester dans des petites scènes avant de les mettre dans tes vidéos? Non, ou pas du parfois tout. tu testes direct sur la vidéo? En fait, au début, je voulais faire ça, c'était vraiment mon idée, quoi. Je me disais, j'écris le mardi, j'ai du mercredi au vendredi pour le roder. Le vendredi, j'écris la vidéo, elle sort le samedi matin. Enfin, je valide la vidéo, elle sort le samedi matin. Et en fait, la réactivité obligatoire, souvent il y a des sujets qui te tombent le vendredi et tu te dis, merde, je viens de passer une semaine à l'écriture du truc. T'as envie aussi d'être très frais dans ton écriture. Donc très vite, je me suis retrouvé à finalement ne pas les tester. Okay. Et donc, tu testes en direct sur scène, devant la caméra. Donc pour expliquer aux gens, donc il y a une caméra en fait qui pointe, comme aujourd'hui en fait, qui pointe sur le public. Donc habituellement c'est rempli. Donc c'est à la fin du spectacle, tu demandes aux gens de rester en gros 10 minutes de plus pour enregistrer la vidéo. Eux ils te voient du coup vu que tu leur tournes le dos sur un espèce de vidéoprojecteur, voilà. Ouais. Et donc tu vas faire tes 5-10 minutes de blagues sur l'actualité. Et ensuite tu les publies je publie le lendemain, je fais le montage. Donc le montage me permet de, si jamais vraiment il y a un truc honteux ou que j'ai raté une formulation, parce qu'il y a des trucs aussi comme c'est dans l'urgence, l'apprentissage, enfin t'es bien placé parce que tu fais de la scène aussi, donc écrire un texte c'est une chose, l'écrire correctement c'est une deuxième chose, l'apprendre et le restituer correctement, et quand tu fais ça dans l'après-midi, moi en général mon texte est prêt vers 16h, entre 16 et 18h30 je peux l'apprendre, après 19h45 je monte sur scène, et fin du spectacle, faut restituer le sketch que t'as appris tout à l'heure, c'est un exercice mental qui est très compliqué. T'as pas de notes, tu le fais de tête comme ça. Voilà. Et donc il s'avère parfois que tu te trompes de mots ou tu fourches un truc. Moi je me souviens, c'était le soir où on était là, je sais plus, t'as refait non, t'avais oublié une blague. Ouais, t'es venu quand jeudi dernier. Ouais, c'était ça, jeudi. Ok, j'avais fait un backup parce que comme c'était ma reprise, le lendemain j'étais en tournée, je m'étais dit tu sais quoi, je vais la tourner ici au Grand Point. Ok, et du coup tu as pas diffusé celle-ci? Non, alors, pour un truc tout con, mais là on le voit bien à l'écran, c'est qu'en fait les lumières du fond éclairent beaucoup les sièges. Et donc visuellement c'était très moche parce que tu voyais cette rangée de gens hyper éclairés à côté de mon épaule, et donc bref je l'ai retourné le lendemain, mais donc c'était exactement le même texte ou à peu de choses près, mais dans l'ordre. Du coup, pour parler justement du côté sondage, un peu plus chiffres, etc., je sais que par exemple il y a des humoristes qui enregistrent systématiquement avec même leur téléphone chaque passage. Toi tu fais avec ta montre pour écouter les rires et finalement ajuster, donc c'est un peu presque une démarche sociologique en fait, tu vois, d'avoir ce truc de rire par rire, je valide pas, l'intensité du rire, c'est presque scientifique. Est-ce que toi tu utilises ça même dans les vidéos pour le montage, s'il n'y a pas assez de rire? Alors les vidéos non. Tu supprimes, non? Alors le rire, j'ai mis du temps, mais je suis plus du tout esclave du rire. Ok. Enfin, je dis ça avec toute la certitude que j'ai, et quand j'ai une vanne qui marche pas, mais je dirais que non. Si elle te fait rire, mais que ça a pas fait rire le public, tu vas la laisser. Ou le propos. Tu vois, j'ai un passage. T'avais vu le spectacle donc jeudi dernier. Ouais. Tu te souviens du passage sur l'euthanasie? Ouais. On peut pas dire qu'on pète de rire pendant 5 minutes. En attendant, je donne un point de vue. J'ai vraiment j'ai l'impression d'analyser le projet à ma manière, parce que finalement l'euthanasie c'est un sujet qui est hyper complexe, et donc le simplifier en 3 minutes pour dire voilà en fait le fond de ma pensée.
on est d'accord que en termes de rire, par rapport aux autres histoires que j'ai dans le spectacle, on est en dessous. Par contre, en tant que prise de position, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, j'ai décidé, moi, de me permettre ça, quoi. C'est ma petite bourgeoisie aujourd'hui. C'est de me dire, j'ai de la chance d'avoir fait un petit bout de chemin et d'avoir dû affronter, parce que j'étais vraiment esclave de l'efficacité. Pour moi, le spectacle doit être marrant toutes les 5 secondes. Et sur ce spectacle-là, évidemment, il doit être marrant toutes les 5 secondes quand je le décide. Et il y a d'autres moments où finalement, on peut se permettre aussi de raconter d'autres choses. Donc, jouer sur d'autres émotions. Ouais, et puis raconter des trucs, quoi. Parfois le rire peut aussi percuter la compréhension. Parfois c'est important de dire juste non, là, 2 secondes. En fait, tu vois, comme avec mes enfants par exemple, j'allais dire tes enfants, je sais pas si t'en as. Non. Mais moi, il y a des fois où effectivement, ils viennent de faire une connerie, et je vais par le rire leur expliquer, et puis eux, ils l'intègrent. Et puis parfois, 2 minutes après, ils refont le même truc, et là, t'es obligé de dire en fait, juste là, tout de suite, il y a des moments où on peut déconner, il y a des moments où là c'est important de s'éduquer et donc dans ces moments-là c'est ça, et dans le spectacle c'est ce que j'essaye de faire. Mais donc pour revenir au tout début de la question, je m'enregistre pour le spectacle par exemple, parce que le spectacle c'est vraiment un travail d'orfèvre, donc c'est 2 travaux différents. Mes vidéos c'est de l'immédiateté, c'est tout de suite, j'ai le droit à l'erreur, je me le permets d'ailleurs, en vrai, comme ça tourne le vendredi, que ça sort le samedi matin, parfois les gens sont pas d'accord avec ce que je dis, et pardon, enfin tu vois, et même moi 3 semaines plus tard je me dis oulala. Ça m'est déjà arrivé de traiter mal des sujets, mais vraiment mal, parce que j'étais pas assez malin. Alors maintenant, je fais encore plus d'efforts pour creuser encore plus, parce que l'idée, c'est de mettre tout le monde d'accord. L'idée, ce serait de réussir à traiter des sujets comme les transgenres, et de réussir à ne pas blesser les transgenres, et de réussir à faire évoluer les mecs qui comprennent pas, qui bug, qui disent oui, mais dans ce cas-là, le jeu des 7 familles, on fait comment, tu vois. Et ben réussir à avoir un rire de chacun, et donc une main tendue l'un vers l'autre, et donc accepter de vivre ensemble, en fait, tout bêtement. Parfois je rate, mais je fais mon maximum. En revanche, dans le spectacle, je ne me permets pas de rater. Le spectacle, il faut qu'il soit précis, quoi. C'est une sorte de livre là où les vidéos c'est plus des petites chroniques où tu te permets, voilà, c'est sur Très le bonne moment, etc. Et le spectacle c'est un livre que tu vas peut-être donner pour la perpétuité, donc tu veux qu'à la fin ce soit abouti, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu le joues tous les soirs aussi, donc t'as le temps de voir aussi les petits manques de finesse. Parfois il y a des trucs, t'as l'impression que c'est du génie, 3 semaines plus tard tu te rends compte que c'était pas du tout le cas. Bon bah c'est pas grave, quoi, tu rebosses. Dans les vidéos j'ai pas l'occasion de faire ça, mais c'est aussi un exercice très particulier, parce que il faut quand même que je réussisse à être à un certain niveau dans mes vidéos, puisque c'est avec ces vidéos là que les gens me découvrent, et donc ils viennent voir le spectacle après. Donc si je fais de la merde dans les vidéos en disant non mais t'inquiète, le spectacle il est solide, ça marchera pas, quoi. Donc je pense aussi avoir progressé en écriture, sur toute cette durée-là, quoi. C'est-à-dire que tu progresses pas sur le sketch en soi, mais tu progresses sur ta capacité à écrire chaque semaine un sketch. Puis au bout de 200, tu commences à te dire ok, alors cette mécanique-là, je la connais. Je sais que là-dessus, si je m'engage là-dessus, c'est pas la peine de chercher le rire, mais par contre, scalpel au niveau de la décision de ce que tu exprimes. La façon de le dire, tu vas réécouter les mots que tu as utilisés. Et je répète énormément aussi tout seul, pour l'avoir bien en tête, parce que il faut le sortir, quoi, tu vois, faut le connaître par cœur. Et donc en le répétant aussi, tu vois les imperfections. Parfois, on n'a pas besoin du public. Ok. Même ils servent à rien, cassez-vous. Et du coup, moi je déteste quand on parle d'humoriste engagé, parce que je pense que de base l'humour c'est ça, c'est le principe. Même ne pas être engagé, c'est être engagé, parce que choisir de monter sur scène et de mettre de côté des artistes comme ça. Kian, son spectacle, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moment où tu as l'impression qu'il va taper du poing sur la table pour dire non mais on arrête les conneries au niveau de l'écologie. En revanche, le fait qu'il ne le fasse pas est un engagement de sa part. Le fait qu'il décide que pendant 1h30 on va pas penser à ça, on va pas penser à ça, on va pas penser à ça, je fais un spectacle, tu viens voir un spectacle et tu découvres le spectacle. Moi ça en fait pas de lui un clown non plus, quoi. Il y a vraiment c'est une démarche de partager un truc intime, donc ça. Finalement c'est engagé, mais c'est plus de l'introspection que... Et même les clowns sont hyper engagés, hein. Ah ouais. Pour reprendre ton mot. Ouais, parce que il y a quand même le clown pur, le rire enfantin, l'absence de filtre. C'est-à-dire le clown, il est quand je dis enfantin, c'est que je retrouve dans un clown ce que mon fils de 2 ans fait, quoi. C'est-à-dire ça le fait rire, il fait et il rigole bêtement. Le clown, il a ce truc-là, il n'y a pas de masque, il y a le don total, quoi. Ouais, le clown c'est un mauvais mot, c'était plus dans le sens. Mais tu l'as utilisé, c'est une erreur. On coupe. Non, c'était plus dans le sens chercher le rire facile, en fait, ou faire rire pour faire rire sans avoir aucune démarche presque artistique, en fait, parce qu'au final on en revient à ça.
Mais est-ce que ces gens-là, ils ont pas aussi une démarche? Est-ce que c'est parce que c'est tellement généreux? Ouais, Quand bien même, sûr. vouloir faire Juste, rire, ouais, t'as- c'est ça. Donc, ouais, je pense que tout le monde est un peu engagé, quoi. C'est Même vrai. en l'étant pas. Et avant de passer à la suite, on a une petite respiration dans cette émission. On fait un espèce de info intox. Hmm. Donc je te donne des choses qui sont arrivées ou pas et tu me dis si c'est pour toi une info ou une intox. D'accord. Ça te va? On va voir si je suis vraiment curieux de ce qui se passe dans le monde. Je suis là depuis le début. On doit être une caisse de résonance. Et le mec, il est au courant de rien. Non, il y en a des plus ou moins faciles. Alors, première question. Depuis 1947, la SNCF n'a connu aucune année sans grève. Vrai ou fake news? En fait, je vais dire vrai parce que. Mais c'est terrible. Parce qu'on continue à propager ce genre de truc. Non, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai depuis 1947, mon Dieu. Mais tu vois, là aussi, c'est très intéressant parce que on traite la grève. Je veux dire le sujet de la SNCF et puis même de la privatisation de manière générale. Parce que souvent, c'est lié. Les grèves de la SNCF, c'est pour dire attention, on est en train de faire de la merde ailleurs. Mais en fait, il y a des systèmes qui font qu'on peut réussir à rendre moins efficace un système, enfin un bien public, notamment la SNCF, en coupant des lignes, en supprimant des postes, en baissant les salaires des gens, et donc en globalement baissant l'engagement des gens qui sont employés sur ce truc, qui finissent par se dire putain les gars, enfin moi pour 12 balles, vraiment je vais aller me faire chier à 1h du matin pour réparer un truc, bah il y va en ralentissant, puis du coup il y a du retard, puis du coup il y a des machins, puis donc au final je veux pas que taper sur la SNCF parce que je pense qu'en fait c'est un problème mondial, global, quoi. C'est un problème d'économie, quoi. C'est le monde capitalistique dans lequel on vit qui crée aussi ce truc-là. Non, c'est sûr. Alors, question suivante. Oui, pardon, je vais pas parler 20 minutes à chaque question. Parce qu'en fait, on a vraiment 1 heure de podcast et t'as déjà mangé la moitié avec De deux toute questions. façon, ce sera coupé. La France est le pays qui donne le plus d'aide aux étudiants. Vrai ou fake news? J'hésite parce que je me dis quand même dans les pays du Nord, il y a, au niveau éducation, ils sont forts. Donc je serais pas étonné, mais en même temps, je serais fier que ce soit vrai. Donc je vais dire vrai. Non, c'est fake. Ah merde. C'est fake. Les pays qui donnent le plus, c'est tout ce qui est pays du Golfe, etc. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. là où il y a de l'argent, donc. Oui, c'est vrai. on y va. C'est Hein. pas bête. C'est vrai que c'est Alors, pas les deux dernières questions, celle-là, elle est difficile. Mm. Donald Trump a appelé le président italien mozzarella au lieu de mozzarella. Vrai bête. Bah, ou fake news? bah alors là, moi, sans hésiter, je dis vrai. C'est tout à fait son Non, c'est genre. faux, C'est faux. Ouais. Oh sa mère. Il a été Oh, bien ça aurait trouvé. été merveilleux. Mais t'es sûr qu'il l'a jamais fait? Peut-être en privé, Ce mais en serait tout cas, c'est étonnant, pas. quoi. Mais c'est vrai que avec Donald Trump, c'est dur de Ah bah, savoir c'est non, des mais fake news en fait. il est tellement. Mais en même temps, est-ce que c'est pas l'image exacte de l'entrepreneur? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'être entrepreneur que d'être un peu teubé? Tu vois? Ouais, c'est vrai. Quand t'es complètement. Quand t'as du recul sur plein de choses, tu te dis, ok, si je vais là, je vais foutre la merde, attention, machin, tu marches sur des œufs, quoi. Trump, il marche pas sur des œufs, il arrive avec des gros chaussons, bah. Et bah, de temps en temps, il y arrive et ouais, ça et marche. les gens se disent putain, c'est vrai qu'il était couillu. Bah, il est pas couillu, il est teubé, quoi. Il est teubé. C'est ton copain un peu gros qui fout un coup de poing à l'autre qui t'a énervé et tu dis c'est vrai que la violence de temps en temps. Alors, dernière question. Donc là, on est à quoi? À deux bonnes réponses Deux sur, bonnes sur réponses. 3. Donc là, C'est c'est. sûr. Non, c'est je une crois, seule. Hein. Ah oui, Je me une suis seule. planté Ah oui. sur Trump et sur Mozzarella. Ah ouais, Et pardon. non, et sur. Donc là, c'est l'éducation. l'occasion de te refaire la dernière question. C'est ça. TripAdvisor fait payer les restaurants pour mettre en avant des avis clients. Oh, est-ce que ce serait surprenant ça? Alors je vais essayer de le comparer à notre milieu à nous, où on a des sites internet sur lesquels on donne Les avis. des avis et c'est pas vraiment, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que ce serait un putain de bad buzz pour eux. Bah, c'est vrai. Oh, c'est c'est un bad partiellement buzz. vrai. Vous m'entendez? Je le lance officiellement. Tu peux pas créer des faux avis, mais tu peux mettre en avant tes avis positifs plus que les négatifs en ayant Incroyable. Donc un en vrai, premium. on te dit que t'es en démocratie, tu peux donner ton avis sur tout. Mais en fait, c'est une démocratie dans laquelle finalement, si l'autre paye, il y Exactement. a certains avis qui sont mieux placés, quoi. Putain, tu sais quoi? Je voulais un resto. Je vais payer et je vais mettre que des avis de merde en avant. Vraiment. J'aime bien lire les réponses à chaque fois des restaurateurs. Ouais. Où tu sens ouais, désolé, on va faire mieux la prochaine fois, mais en vrai, écoute-moi bien, fils de pute. C'est exactement ça.
Donc sur la deuxième partie de l'émission, l'idée c'est de réfléchir un peu aux solutions. Donc là, la question de l'épisode, c'était de se dire, est-ce que les humoristes font avancer la société? À ton avis, qu'est-ce qui... justement, je te disais en intro qu'en France, on n'a pas encore cette image-là de l'humoriste, alors qu'aux États-Unis, c'est presque l'idée principale. Comment on pourrait faire en sorte que les Français voient plus l'humour, moins comme du pur divertissement, mais aussi comme quelque chose qui peut faire évoluer les mentalités, peut-être se dire je vais à un spectacle d'humour, mais on va peut-être réfléchir aussi. Comment on pourrait faire? Je pense que la seule solution, c'est qu'il faut qu'on soit bon. Hein. Si les humoristes qui s'engagent pas n'importe comment, sur le plateau, je veux dire, hein, je parle pas de la vie politique où tu vas soutenir Sarkozy si tu as envie, mais... parce que ça, pareil, c'est un engagement. Enfin, en fait, l'engagement, il est aussi différenciable en fonction de l'attente du spectateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui je m'engage mal. Il y a des gens qui m'ont dit, en fait, il faudrait là tout de suite aller ouvrir ta gueule parce que le pass sanitaire, c'est la mort de la démocratie. Et toi, tu dis, alors les amis, vraiment, j'ai envie de m'engager sur plein de trucs. Et peut-être que votre combat à vous, il est très important. Mais pour l'instant, je ne l'épouse pas. Donc, du coup, je ne vais pas m'engager sur ce point-là. Ça, c'est important de ne pas suivre finalement l'avis de ton public, mais plutôt toi donner ton avis. En fait, à partir du moment où tu te rends compte que toi, tu as souvent tort, tu te dis les gens doivent aussi avoir souvent tort. Donc globalement, ça vaut pas mieux d'écouter quelqu'un d'autre que de m'écouter moi. Donc je vais dire je vais dire ce qui me touche moi, en essayant d'être un petit peu d'avoir plus de recul que quelqu'un de simplement énervé, parce que c'est vrai que quand t'es énervé sur un sujet et puis que t'es sur Facebook et que tu t'es bouffé dans l'algorithme à regarder toujours les mêmes trucs qui te recommandent encore les mêmes idées, forcément tu finis par te noyer dedans. Nous, notre boulot et la chance qu'on a avec notre boulot, c'est d'avoir le temps d'avoir du recul. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que l'humoriste de notre génération, il commence à avoir des points de vue et pouvoir raconter des choses, mais parce qu'aussi on a une chance incroyable, c'est qu'on a des journées entières pour faire ça, quoi. Moi je me lève le matin et à 9h, enfin à 7h30 pour emmener les enfants à l'école, et à 9h je suis au taf, et à 18h je pars au théâtre pour venir jouer. Entre les deux, j'ai 9 heures de boulot potentiel pour me renseigner. Pendant ces 9 heures-là, les gens de la vie de tous les jours, ils sont au taf, quoi. Ils coupent des ailes de poulet à la chaîne. Ils font et tu peux pas te demander à ces gens-là d'avoir des avis précis et pointus et intelligents et intelligibles sur tous les sujets. Enfin, évidemment qu'on a. Donc nous, notre chance qu'on a, il faut l'utiliser pour pouvoir s'exprimer, pas en faire n'importe quoi. Mais donc, pour répondre à la question, c'est un truc que je dis souvent. Pour répondre à la question, parce que je suis quand même le roi de la digression avant de répondre. Hein, t'as vu? Je mets toujours du suspense. Je dirais qu'en fait, c'est juste le travail, quoi. Si on est bon, si les humoristes qui suivent cette voie-là sont très bons, mathématiquement, le public va finir par s'y intéresser, quoi. Si on est médiocre et qu'on monte sur scène avec des idées un peu préconçues et ratées, je crois que très vite on se dira c'est pas trop leur truc, vraiment non. Et d'ailleurs, moi je reçois souvent des messages de ferme ta gueule, hein. La géopolitique, c'est pas pour les comiques, ferme-la et puis fais tes blagues. Bon je m'en fous, vraiment, parce que je m'éduque aussi en créant. Mais donc je vois que ça. On peut pas dire aux gens prenez-nous au sérieux. C'est comme quelqu'un qui dit tu me dois le respect. En fait non, je ne te dois rien. Il n'y a pas de dette en fait. Hein. Ouais. Si t'es respectable, en fait, je vais te respecter. Et donc nous c'est pareil. Si on est bon, on sera identifié. Ça se gagne sur scène en fait. Je pense. Hein. Et du coup, on s'améliore comment? C'est à travers l'écriture, le travail, comme tu dis, la journée, et la remise en question après le soir, chaque soir. Ouais, l'écriture, la prise de recul, c'est hyper difficile. C'est un métier. J'en parle ça fait 2 semaines qu'on est sur le sujet avec ma femme parce qu'on a une charge mentale tous les deux très solide, et en ce moment, comme j'ai une charge mentale énorme au boulot, évidemment je suis un peu moins présent à la maison, désolé le féminisme, et je suis un papa très présent et je m'investis énormément, donc on a toujours été à 50-50 sur nos tâches, mais là il s'avère qu'en ce moment, vu la charge de taf que j'ai, on a décidé de déséquilibrer le truc pour que moi je puisse être à 200% dans mon taf, et donc elle, forcément en ce moment, pour les 3 premières semaines de rentrée où il y a les inscriptions dans tous les sens, c'est elle qui gère tout, et merci. Attends, c'est quoi l'idée? Tu parles du travail justement, de l'écriture, de la difficulté de l'écriture. Ah oui, non, c'était la charge mentale, et que du coup notre travail d'humoriste, c'est plus qu'un travail d'humoriste aujourd'hui. On a un vrai boulot d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on est à la base de l'idée.
c'est-à-dire je vais écrire des blagues sur tel sujet, on est à la réalisation de l'idée, on est à la mise en scène de l'idée pour le montrer à des gens, et ensuite on doit remettre en question l'idée pour l'améliorer. Donc c'est vraiment comme si tu étais chef d'entreprise, directeur marketing, ouvrier et manager des ouvriers et pour remonter au chef pour dire bah voilà c'est ça qui merde. Et c'est nous tous les trucs. Donc la charge mentale elle est vraiment énorme et donc il faut avoir une capacité quand même à gérer tous ces postes là. Et ça il n'y a pas de secret, c'est le temps en fait. Le temps et l'investissement, savoir organiser sa journée pour avoir justement la capacité de faire tout ça. Et je le dis avec tellement de facilité, je suis dedans en permanence dans ce problème-là. C'est-à-dire que me mettre à l'écriture, c'est un enfer. On a tous cette propension à être vraiment des branleurs. Enfin, je sais pas tous, mais en tout cas, moi, j'admire les gens qui travaillent tout le temps. Et je comprends pas comment les gens me disent « Mais toi, tu travailles tout le temps ?» Non, vraiment, il y a des gens qui bossent, quoi. Moi, je passe une demi-heure par jour sur Tetris, déjà, tu vois, parce que j'adore ce jeu. Et c'est une demi-heure que je pourrais utiliser pour être créatif. Alors évidemment non, parce qu'il faut aussi que mon cerveau se soulage, de la même manière que je passe 2h30 le soir à donner les bains, faire les devoirs et puis faire à manger pour les enfants. Mais je veux dire non, faire à manger, je vais être honnête, c'est plutôt aider les enfants à manger. C'est ma meuf qui fait ça pendant que je fais les bains. Bref, je vais répondre à ta question. Donc ouais, on a toutes ces missions là et il faut réussir à toutes les organiser mais je crois que l'exigence, regarder les choses en face. Moi il y a un moment en fait, regarder les choses en face, c'est un exercice hyper complexe, mais juste prendre les choses comme presque un robot quoi. Ouais. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est pas bien, on enlève. Est-ce que ça a un intérêt ou ça n'a pas d'intérêt, machin. C'est violent des fois, mais c'est violent si tu gardes ton côté émotionnel. Moi, des fois, je me coupe de mon côté émotionnel, quoi. Je suis juste à écouter mon spectacle et à te dire bon, j'ai aussi ma femme avec qui je travaille qui m'aide énormément, et puis Thibaut Évrard et Aude Gallou avec qui je travaille aussi, qui ont pas de pitié quoi, et j'aime ça en fait, c'est vraiment bien de pas avoir de pitié quoi. Quelqu'un qui te dit je me suis fait chier mon pote. Ma femme elle est venue me voir en juin, au moment c'était les toutes premières dates du spectacle, genre on avait fait 15 dates jusqu'à maintenant, et puis je changeais, et donc changer c'est pas juste changer, c'est réapprendre tout le spectacle pour le soir même, donc modifier le truc. Et quand elle vient me voir et qu'elle me dit à la fin oh là là, la demi-heure là, qu'est-ce qu'on s'emmerde, tu te le prends en plein cœur, puis après tu dis enfin c'est un vrai service parce que moi je suis plus capable de le faire quoi. Donc il y a à la fois le côté finalement se donner la liberté la journée quand t'écris, d'être très émotionnel, etc. Ouais, et après d'être hyper presque scientifique. A/B testing, quoi. Ouais, enfin, exactement. C'est mieux comme ça, Tu parlais de marketing à un moment donné. Est-ce qu'il y a aussi une notion aujourd'hui dans l'humorisme, justement pour améliorer l'image peut-être de l'humoriste, de mieux marketer les choses? Que c'est vrai que par exemple tu regardes les émissions de télé où il y a des humoristes, certains qui sont bien, d'autres moins bien. Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi de bien marketer, tu vois, rien qu'une affiche, tu vois, ça peut donner toute ça peut faire venir un public ou un autre quoi. Je sais que toi par exemple tu as été au tout début, t'étais chez On ne demande qu'à en rire. Est-ce que toi, en termes de marketing, ça correspondait à ce que tu voulais? Qu'est-ce que ça impliquait derrière? C'était complètement à côté, hein. Pour le coup, j'avais pas le choix de le faire, hein. Vraiment, on ne demande qu'à en rire, ça fait partie des choses où je m'étais senti contraint. J'avais le soutien de personne, hein. C'est-à-dire que tout le monde autour me disait mais qu'est-ce que tu vas foutre dans cette émission? Alors déjà il fallait que je bouffe, enfin, c'est tout bête mais c'était rémunérateur. Ouais, bien sûr. Ensuite faut pas être stupide, encore une fois, quand tu regardes juste frontalement les choses, il y a un endroit où on pouvait s'exprimer à l'époque. Tu peux pas ne pas y aller et te dire oh là là personne me regarde, bah ouais, mais et puis il y a l'idée, moi aussi j'affronte, j'aime bien, j'ai pas perdu l'espoir pendant mes 3 ans d'émission de me dire un jour je vais réussir à faire du stand-up dans cette putain d'émission, et en vrai j'ai réussi plus ou moins long terme, parce qu'il y a vraiment des fois où en fait c'est une émission dans laquelle les sketchs fonctionnaient très bien, c'est normal, c'est de la télé, et dans lesquels le stand-up doit être invincible. Parce que une vanne sur laquelle t'es pas invincible, c'est facile quoi, ils ont le bouton rouge de la bombe atomique en fait, c'était pas drôle ça, ouais c'est vrai. Alors que quand t'es déguisé avec une perruque, si c'est pas drôle c'est pas grave, il y a le personnage, tu défendais quelque chose. Bon, tout ça pour dire que vraiment cette émission j'y suis allé et je me suis investi dedans, je fais tout ce que j'ai pu, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais en termes d'image, de marketing et tout ça, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui me comble. Quand je regarde cette époque-là, je suis hyper heureux parce que grâce à ça, j'ai pu nourrir mon premier fils. Mais je suis bien plus heureux sur YouTube où
si on parle juste en termes de marketing, c'est-à-dire en termes d'image, on ne demande qu'un rire où tout est bleu et ça brille et tout ça c'est fait pour la télé, et on a dis donc Internet où je suis seul dans une salle avec le public derrière, où c'est un peu dark et où tu retrouves une ambiance un peu stand-up qui pour le coup est plus sexy de mon point de vue. C'est vrai, il y a vraiment ce côté, comme tu disais, c'est sans filet, quoi. Tu testes exactement, en live et c'est là pour toujours après. C'est ça. On peut encore aller chercher le truc pour pourquoi t'as dit ça. Je savais pas. Donc ça passe finalement aussi par ce côté marketing de savoir, typiquement les humoristes. Je pense que au final ces vidéos-là, comme tu disais, elles amènent des gens au spectacle, donc c'est une forme de marketing évidemment qui reste hyper artistique et qui est une démarche oui, c'est intéressante. Ça, c'est que le marketing est artistique aussi. Voilà, exactement, un marketing en fait vrai et artistique. Quoi, tu vois, moi j'adore mon affiche par exemple, je la trouve géniale. C'est une idée de Yo Basseville. L'idée à la base, c'était moi je suis arrivé avec un truc. Pourquoi le spectacle s'appelle Focus ? C'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec son contenu. Mais à la base, c'est que je m'étais dit, putain, ce serait tellement drôle de faire une campagne d'affichage avec une affiche floue. Et donc j'arrive avec mon idée. Je dis, putain les gars, une affiche floue quand même. C'est-à-dire que, et vraiment là on y va. On met de la thune et tout. Et on expose partout dans Paris une affiche où on voit pas ma tête. Mais je trouverais ça génial. Et puis du coup ça résonne. Je me dis, dans cet univers-là, mais Focus, en plus ça résonne à mort avec le contenu du spectacle parce que c'est précis, c'est pointu et tout ça. Très vite, j'ai vu tous les prods autour de la table qu'on fait en fait, on aimerait bien voir ta tête en fait, hein. Si t'as une carrière à faire, tu vois, autant se servir du truc. Et puis finalement, lui a eu cette idée de double image. C'est le graphiste qui a fait ça, donc c'est double image, les yeux fermés, les yeux ouverts, donc cette idée de rentrer. Je trouve qu'elle est vachement intéressante cette affiche parce qu'elle résonne avec ce que je suis, de la même manière que les vidéos sont intéressantes au niveau marketing parce qu'elles résonnent avec ce que je suis, de la même manière que ma communication des réseaux et des newsletters, etc. que je fais. Parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas, tu vois, on voit les affiches et on voit la publicité, mais en vrai il y a même le choix des émissions dans lesquelles on va, tout ça. En fait finalement, c'est pour ça que j'ai tiqué sur le terme marketing, c'est que je pense en vérité pour moi c'est une prolongation artistique du travail que je fais dans tous les domaines, en radio, à la télé. Rester cohérent partout. C'est ça. Mais c'est une forme de marketing, mais qui est... c'est ça. Mais qui du coup te fait pas te sentir sale comme McDonald's. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, parce que le marketing a une mauvaise connotation, mais... Parce que du coup c'est vendre du billet. Alors moi je veux pas vendre du billet, je veux convaincre des gens de venir. Et en fait c'est bizarre, mais il n'y a pas de démarche mercantile dans mon travail, aucunement quoi. Je suis très content de gagner ma vie, vraiment, et merci à tout le monde de payer sa place. Mais si ça tenait qu'à moi, je ferais des billets gratuits en fait. C'est juste qu'il y a plein de gens vit dans une société qui et puis qu'il y a la liberté aussi que ça t'offre quand tu deviens indépendant financièrement. Enfin, tu le sais comme moi, quand tu fais le tour des bars 4 fois par soir et que tu rentres avec 15 €, tu dis faut payer le ticket de métro et puis le petit plat chez Picard, t'es pas à l'aise. Quand tu commences à gagner ta vie, t'es un peu plus à l'aise pour t'attaquer justement à des sujets un peu plus sociaux. On boucle la boucle, c'est parfait. C'était vraiment, je l'ai vu arriver cette boucle, j'ai fait oh là là, ne la rate pas. Justement pour terminer, la dernière question, j'aime bien imaginer un peu l'avenir. Qu'est-ce que ça donnerait si justement tu avais, tu parlais des prods justement où il y a encore ce truc où on a besoin d'avoir le visage de l'humoriste et de manière générale une image de l'humoriste enfant. Comment tu vois les choses dans 10, 20 ans Les gens sont tous morts, carbonisés par le soleil qui brille trop fort. Ce serait quoi l'idéal pour toi en fait dans ton travail d'humoriste? Qu'est-ce que tu rêverais de pouvoir te permettre sur scène? Est-ce que tu as encore des rêves inachevés là-dessus? Non, en fait j'ai très peu de rêves dans ma vie. En fait si j'ai un seul rêve, c'est être heureux, c'est mon seul truc. Et depuis gamin, même quand on s'est rencontré avec ma meuf, on s'est dit un jour, enfin le but en tout cas c'est le bonheur. Donc il faut déjà savoir le saisir, le bonheur, parce que des fois t'es dans du bonheur et tu te rends pas compte et donc t'es là à chercher d'autres trucs. Donc ça veut dire aussi pour être heureux, il y a un truc entre le désir et le bonheur. Il y a une sorte de court-termisme dans l'obtention de quelque chose, c'est-à-dire la consommation presque de spectateurs même presque. C'est-à-dire qu'il y a l'ego de l'humoriste qui vient, qui joue dans les salles pleines, on fait le Grand Rex et ça pète, il y a 2800 personnes et c'est qui le bonhomme?
Ça, pour moi, c'est un ego à court terme. C'est pas le bonheur, c'est le content. C'est tout de suite et c'est cool. Mais le bonheur, c'est toute une histoire, quoi. C'est du début jusqu'à la fin de ma carrière, être à l'aise dans tes baskets. Et tout ça, c'est vraiment... J'ai presque envie de dire que mon œuvre, avec des gros guillemets, parce que vraiment, le mec premier degré, c'est chaud. Mais mon œuvre, elle s'étale depuis ma première fois où je suis monté sur le plateau jusqu'au moment où je vais terminer ma carrière ou ma vie. Je sais pas où je vais aller. Et mon seul but, c'est d'avoir été... pendant tout ce chemin-là, d'avoir été juste, intègre. Intègre, c'est un mot encore une fois très, très, très compliqué à mettre en place parce qu'il y a aussi des coups de pression. De la même manière que je pourrais me sentir non intègre de ne pas avoir réussi à faire cette affiche floue, bah en fait non, ça m'a fait évoluer vers autre chose qui m'a donné une affiche que j'adore. Potentiellement mieux que ce que tu avais. Voilà, c'est ça. Donc juste continuer à progresser déjà, continuer à essayer d'être plus intelligent que je l'étais la veille, tu vois. Et ça, c'est vraiment pour le coup ce que je me souhaite à moi. Après, ce que je souhaite au stand-up, parce que est-ce que le fait de faire évoluer justement les mentalités, d'apprendre des choses à ton public, est-ce que ça te rend heureux déjà Ouais, à fond. Est-ce que c'est une manière d'aller plus loin dans ce rêve d'être toujours heureux? À fond. En fait, je dirais, j'ai pas mal de retours de gens qui me disent « Ah putain, ça fait du bien » parce que dans ce spectacle-là, j'aborde les sujets, mais tu vois, l'écologie, c'est vraiment le dernier sujet dont tu as envie de parler, t'as envie d'entendre parler sur scène, parce que tu sens que soit tu es sur un donneur de leçons, soit tu es sur un mec qui dit les véganes, sans déconner, ils puent de la gueule à bouffer des graines. Tu vois. Donc c'est des sujets complexes. Réussir à traiter ces sujets en étant marrant et en étant pas donneur de leçons et en donnant quand même quelques clés, t'es sur un fil, quoi. C'est de l'équilibre. Moi, j'aime bien cet exercice-là, et donc ça me rend fier quand quelqu'un me dit à la fin Waouh, je m'attendais pas à progresser. Et ça me fait plaisir. Mais je me méfie du plaisir que je ressens parce qu'il faudrait. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un créatif que de commencer à croire en sa propre parole. Commencer à t'écouter, à te dire c'est vachement intéressant ce que je raconte. Tu vois, commencer à croire que ce que tu dis, c'est une vraie parabole. Moi, quand j'écris un spectacle, d'abord, je veux que ce soit marrant et je veux que ça puisse donner des clés à ceux qui ont les mêmes avis. Mais qui savent pas comment les mettre en place. En revanche, j'arrive pas à me dire que je vais faire évoluer la société, quoi. Clairement. T'es conscient qu'il y a un gouffre de connaissances que t'as pas encore. Et puis de pédagogie, quoi. Je sais très bien qu'un Trump, il va pas venir voir mon spectacle, il sort de là en disant je vais être végétarien. Tu vois, évidemment, tu vois, je suis pas assez puissant pour pouvoir toucher des gens aussi sur deux en plein cœur, quoi. Non. Par contre, ce qui me plaît, c'est d'effriter la certitude. Effriter la certitude. Juste que le mec il sorte en disant putain. Merde, il est végétarien et je l'aime bien. Tu vois, juste ce truc. Ou faire rire quelqu'un qui m'aurait détesté à la base. Tu vois, ça c'est aussi des jeux qui m'amusent. Me dire qu'il y a des tas de gens qui aiment pas mon travail, mais je sais pertinemment qu'il suffit d'une blague pour faire vriller le cerveau d'un gars. C'est un peu comme l'écologie au final. Tu peux pas changer la planète d'un coup, enfin arrêter le réchauffement. C'est des petits trucs chacun de notre côté qui font que parce que chacun fait le truc qu'il fait, et en fait le chacun, alors bien sûr ça va pas être assez que tu mettes les cartons dans la poubelle jaune et que j'arrête de manger de la viande, ça va pas être assez, mais en attendant ces messages là qui circulent font que le politique en haut va se rendre compte que ça devient une problématique importante. Et le politique, c'est quoi? Est-ce qu'il n'est pas esclave justement des sondages et le politique, il est encore plus esclave que nous, stand-uppers. Nous, on voit les problèmes, on les montre, et puis les mecs là-haut, enfin la population en prend conscience, ça commence à devenir des sujets de société, et les mecs là-haut, ils n'ont pas le choix. En vrai, on va en arriver là. Moi, j'espère de tout cœur que les Verts vont prendre du poids dans cette prochaine élection. Je connais même pas les programmes des Verts, et je m'en bats les couilles. Le seul truc, c'est que je veux que, quel que soit le gars qui arrive en haut, il est l'obligation psychologique de dire bon, en fait c'est le chemin à prendre et on est obligé, en fait. Le monde va dans cette direction, et si je vais pas dans cette direction là, je serai plus un bon homme politique. Donc c'est se jouer de la politique. Ouais, parce que finalement les humoristes vont toujours avoir, enfin l'idéal ce serait qu'ils aient tous comme objectif d'essayer de faire avancer les choses un minimum, mais finalement c'est le rôle de tout le monde en fait, parce que de dire les humoristes sont les sociologues de demain, finalement on est tous un peu sociologues, le journaliste, le gars qui tweet, même avec un tweet tu peux faire avancer les choses. En fait c'est pas que le rôle des humoristes. Évidemment les humoristes essaient d'en faire une discipline, un métier, mais tout le monde peut contribuer à faire avancer l'opinion publique, quoi. Exactement, et à la hauteur de ce qu'il désire. Exactement. Parce qu'il y a aussi ça,
je commence à sortir un petit peu de ça, mais il y a un moment où j'oscillais entre ma responsabilité d'humoriste qui monte sur scène et qui dit des choses devant, on doit faire 150 000 ou 200 000 vues en ce moment par semaine sur mes passages. Je me dis, il y a 200 000 personnes qui vont voir mes trucs. T'imagines la responsabilité que j'ai? Puis à un moment, je me dis, attends, on va pas commencer non plus. T'as 200 000 personnes qui viennent rire à des choses, donc arrête de te responsabiliser de tout. De la même manière que quand j'ai commencé à parler d'écologie, pour le coup, je montais sur scène en disant, les gars, en fait, on se réveille. Et je me suis dit, mais non, en fait, on se réveille, les gens dans la salle, ils vont faire, bah non, nous, on a envie de dormir, quoi. Bon, et ben, dormez, en fait. Choisissez de dormir, choisissez de vous réveiller, choisissez de vous exprimer, choisissez. En réalité, on est 7 milliards d'êtres humains. Dans les 7 milliards, il y a des conquérants, il y a des passifs, il y a des gens qui défendent, et dans chaque projet, il y a ça. Et de la même manière que pendant les Gilets jaunes, il y avait les Black Blocs qui venaient pour caillasser les McDonald's, pour lutter contre la société capitaliste. Et puis, il y avait des gens intermédiaires qui disaient, bah, en fait, nous aussi, on est anticapitalisme, mais on veut pas tout casser. Puis t'as les opposés qui disent, mais vous voyez bien qu'ils cassent tout, ils sont forcément mal élevés. Puis t'as les gilets jaunes au milieu de ça, nous, juste, on n'a pas de thunes, les gars, on est en galère. Et en fait, tous ces rôles-là, ils sont pas indissociables les uns des autres. Et donc, je faisais cette erreur, moi, là, de voir les Black Blocs en me disant, putain, voilà des gars qui vont jusqu'au bout de leur démarche. Puis après, je regardais les autres en disant, voilà des gars qui savent garder les bonnes mesures. Puis après, je regardais les gilets en disant, voilà des gens qui ont des problèmes et qui savent les exprimer et se réunir entre eux pour les montrer, faire le truc. Et puis, juste aller marcher pacifiquement sur la capitale. Et je me dis, mais en fait, j'admire chaque corps. Et ben, c'est à toi de trouver auquel t'appartiens, quoi. Moi, je crois que je suis juste un admirateur. Je crois que je regarde les gens en disant, putain, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Et je peux être admiratif des deux côtés, quoi. C'est marrant, moi ça me fait toujours marrer ce côté statistique. Tu parlais des vues, des vidéos qui peuvent te faire peur en termes de responsabilité, etc. Mais au final, on y accorde beaucoup d'importance. Mais même si c'est un gros nombre de personnes, au final, c'est rien dans leur vie. Eux, regardent une vidéo, ils en ont regardé 10. Après toi, ils ont regardé une vidéo de chat. En entier, quoi. Tu vois, c'est ça exactement. Et c'est vrai on se dit c'est hyper important. Alors que dans leur vie, c'est pas si important que ça. Ça peut le devenir si tu abordes un sujet que tu arrives à les toucher, mais si tu le fais pas, c'est pas grave et puis, ça change rien, quoi. Moi, je l'ai vu au moment du confinement, hein, quand le premier confinement est arrivé, donc ça arrivait de manière brutale. Un vendredi soir, moi, je devais jouer. Et on me dit, bah stop, c'est terminé. Je sais plus combien on était. On devait être le 13 mars. C'était ça, hein, peut-être la date. Quelque chose comme ça, ouais. Mais je sais que je jouais dans les coins de Bordeaux. Et que en fait la date sur laquelle j'allais me dit, en fait, le théâtre sera fermé et tout. C'était à 1 heure de Bordeaux. Donc on prend pas la bagnole pour y aller. Tu vois, je faisais train et voiture. Et puis du coup, j'appelle des copains à Bordeaux pour voir où est-ce que je pourrais tourner une vidéo dans la salle vide. Et effectivement, je tourne ma vidéo dans la salle vide en disant, bon voilà, ce soir, aujourd'hui, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il n'y a pas eu de spectacle. Bon confinement à tous, bon courage, etc. Et puis en fait, la semaine d'après, je ressors pas de vidéo en me disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi. Puis j'avais mes enfants et puis j'avais plein de trucs à gérer aussi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait. Ouais, j'ai pas sorti de vidéo. J'ai reçu 3 mails de t'es où? Mais sinon, globalement, les gens, ils ont fait OK, il n'y a pas de vidéo. Donc, tout cette. Tu peux pas croire à ton potentiel c'est ça. impact parce qu'en vérité, il est vraiment bien moindre que ça. Mais en même temps, ça t'empower, quoi. Ça te pousse à faire des choses à pas faire n'importe quoi. plus intéressantes de te dire c'est pas grave, vas-y, on tente. Et comme tu disais pour les entrepreneurs, quoi, on y va. Et de toute façon, c'est pas important. Donc, au pire, ça marche et ça aide quelqu'un. Et au pire, tant pis. Et puis, quand tu y réfléchis, au pire du pire du pire du pire, déjà à la fin, on va tous mourir. Dans 3 générations, on t'aura complètement oublié. S'il y a 3 générations, et puis même à l'échelle de l'univers, quoi. Enfin, moi, il y a un truc qui me sidère en ce moment. Je regarde un peu. Bon, on va partir dans un truc. Alors que t'as dit pour terminer il y a 20 minutes. Mais je veux dire quand même, quand tu regardes à l'échelle du système solaire, comme on ne maîtrise même pas Mars, c'est-à-dire pour aller sur Mars, il faut 1 an et demi. Et ensuite, t'as Jeff Bezos qui dit on va s'y implanter. Pas Jeff Bezos, c'est Elon Musk. Jeff Bezos, lui, il veut mettre des satellites autour de la planète pour qu'on puisse vivre dessus. Et puis en même temps, t'as des scientifiques qui te disent mais les gars, on est en train de saloper l'endroit où on est, comment tu veux qu'on aille là-haut? Puis en même temps, c'est les hommes les plus riches du monde, ces deux-là, donc ils ont des ambitions incroyables. Mais même ces plus grosses ambitions des hommes les plus riches de la planète, on n'en est que à aller à la planète la plus proche de nous. On n'en est pas à sortir du système solaire, on n'en est même pas à aller à 42 années-lumière, parce que c'est ça la prochaine planète habitable qu'on connaît, en dehors du système solaire, elle est à 42 années-lumière, c'est-à-dire qu'à la vitesse de la lumière, tu mets 42 ans. On ne va pas à la vitesse de la lumière. Et donc il y a tout un champ encore
incroyable. On imagine ce que c'est que la vie parce que nous on anthropomorphise tout en se disant bah ouais voilà c'est comme ça qu'on pense et tout ça, mais on n'a aucune idée de ce qu'est la vie ailleurs, de comment elle aurait pu s'exprimer ailleurs dans l'univers. On n'a même pas idée de peut-être être juste une puce de silicium dans laquelle il y a un truc qui s'est développé et qui devient ça, puis en fait on est juste une micro-partie d'un ordinateur gigantesque qui est bien plus supérieur à nous. Enfin, tu vois, donc quand tu vois les échelles d'ironie que tu peux avoir, tu te dis, mais c'est bien de se prendre le chou sur Zemmour avec ses prénoms, hein, mais vraiment, ça n'est que du jeu, quoi. Et donc, tu peux décider de t'exprimer là-dessus. Et donc, qu'on fasse du vent ou pas sur certains trucs, au final, la vie n'est qu'un jeu, quoi. Et tout n'est qu'un jeu, et le but, c'est quand même de kiffer, quoi. Et qu'à la fin, tu te dises, ouais, c'était sympa ce cadeau qu'on m'a fait, quoi. J'ai bien kiffé jusqu'au bout. Et voilà, en gros, ça c'est l'idée. Génial. Bah écoute, c'est une très belle fin pour cet Mais épisode. c'est pas fini, car nous allons encore parler pendant 55 minutes. Bah merci beaucoup, Verino. Bon, c'est cool, avec grand plaisir. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Non, c'était passionnant. Merci beaucoup. Salut.